vous aurez passé 1h30 au moins un petit peu à rigoler. Parce que c'est vrai qu'on est conscient en plus de ça. Comment on a fait pour se laisser dominer par un groupe de satanistes, pédophiles, de francs-maçons, de... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, pas de complotisme, pas d'amalgame, pas de... Mais bon, quand même, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on a toujours su, quelque part, que les autorités organisaient des trucs dégueulasses avec les gosses. On le savait. Ouais, on savait qu'ils baisaient nos gosses, mais bon, hein, la vie continue, on est là, on bosse, hein, comme on dit, allez, tiens, remets-moi un petit martini, Jean-Pierre. Mais bon, il y a eu le confinement, et là, on s'est repositionné à l'intérieur de nous-mêmes. On a ruminé, rumination extrême, on a dit, putain, ils baisent les gosses. Hein? Tiens, remets-moi un martini, quand même. Non, parce qu'à notre niveau, on savait bien qu'on pouvait pas changer les choses. Une personne ne peut pas tout changer. C'est ce que je te dis. Voilà, il faut apprendre à nous mentir. Premier sketch de ce spectacle, ce soir, eh bien, c'est le mensonge. Dans un monde structuré sur le mensonge, bâti sur le mensonge, il faut apprendre à se mentir. Hein. Alors, les personnages que je vais inviter ce soir à cette tribune, eh bien, ils vont s'exprimer sur le mensonge, sur leur parcours. Comment en sont-ils arrivés à un moment de leur vie à choisir ce chemin lumineux du mensonge? Alors, premier personnage, Monsieur Mbeka. Monsieur Mbeka, voilà, vous pouvez venir. Monsieur Mbeka, bonsoir. Alors, attention, je vous réponds aux questions. Monsieur Mbeka, vous êtes aide-soignant à Paris, dans le 11e, rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous êtes dans cet hôpital, dans le 12e. Ouais. Monsieur Mbeka, voilà. Donc vous êtes aide-soignant et vous en êtes arrivé à un moment donné de votre vie à vous dire, il faut que j'apprenne à mentir, il faut que je mente. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Non, c'est la vérité. À un moment donné, moi je suis aide-soignant, voilà, en Paris. Et tu vois, les héros en blouse blanche. Au moment du corona, les gens nous adoraient, ils applaudissaient, ils klaxonnaient à 20h. Même maintenant, ils ne klaxonnent plus, mais vraiment on est des héros. L'aide-soignant est un héros en blouse blanche. Et quand tu es noir, ça ressort. Donc c'est vraiment une période qui nous a été très favorable. Et puis, tu vois, on travaillait beaucoup. Je te dis, même le ministre est venu à l'hôpital. Ministre de la Santé. Il est venu, il a dit bravo. C'est la guerre. Et vous êtes les soldats de première ligne. Ah bon? Oh là là. Et on peut avoir une petite prime, quelque chose. Il a dit, bien sûr. On ne peut pas laisser des héros de guerre rentrer dans les banlieues, dans vos affaires, des lits superposés. Non, on va vous aider. Alors nous, on était vraiment heureux. Hein? On a dit, oh là là, vraiment, on est considéré. Et puis, l'épidémie a commencé à ralentir. Et là, on s'est aperçu, il nous avait menti. Je te dis, il nous avait menti. On a parlé au ministre. On a dit, ministre, l'argent, c'est comment? Et lui, il a seulement dit non, l'argent a quitté. Ça veut dire, l'argent s'est enfui? Il dit oui. Il nous regarde, hein? Il dit, l'argent s'est enfui à grandes enjambées. Non, oh là là, ministre, vous nous avez menti. Il dit, bien sûr. Il dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oh là là, on nous a menti, on s'est fait avoir. Là, on a compris, on s'est fait avoir. Mais on a un délégué syndical, Nestor, un gars de Centrafrique. Le gars ne plaisante pas, hein. Il est allé voir le ministre dans le bureau là. Dans le bureau même, il a regardé comme ça, il a dit, ministre, c'est pas normal. Ça veut dire, je suis pas content. Le ministre, il a seulement rigolé. C'est ça que j'ai trouvé un peu humiliant. Il a dit à Nestor, Nestor, viens ici. Il lui a caressé la tête comme ça. Il a dit, oh, tu es tout doux, on dirait un mouton. Nestor a dit, mais comment? Je suis délégué syndical. J'ai des revendications. Il dit, oui. Prends d'abord ton café, Nestor.
Alors Nestor ne comprend pas, il dit, mais je ne suis pas venu boire un café. Il dit, bois ton café, c'est un café gourmand. Ça veut dire, tu connais, ça veut dire qu'il avait planqué un billet de 500 € dans la tasse. Oh là là, Nestor a raclé ça, il l'a mis dans la poche. Il a compris que, bon, là, il avait gagné. Et il a demandé pour nous, il a dit, et pour mes petits là, même 1 €. Et le ministre a dit, non, fous-moi le camp. Mouf. Je ne vais pas payer ces petits gens. Ils ont déjà du travail, c'est déjà bien. C'est là que j'ai compris, tu vois, vraiment, dans une société où le mensonge est roi, tu dois savoir mentir. Sinon, tu es moins que rien. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux mensonges. J'ai regardé seulement sur Internet. Non, j'ai regardé comme ça. J'ai dit, ah bon, je regarde. Tu sais, des tutos menteurs pour devenir menteur. Ça m'intéressait. Souvent des anciens journalistes, des joueurs de poker, des rabbins. Oh là là. Non, ça si tu veux devenir professionnel. Et puis après, je suis passé de la théorie à la pratique concrète. Ça veut dire que j'ai commencé à mentir en famille. D'abord avec mes petits là, 3-4 ans. Franchement, ces gens-là, tu mens vite fait. Et puis après, j'ai essayé de mentir à ma femme. Nous, là, c'est plus dur. J'ai dit à ma femme, comme ça, j'ai dit non, chérie, je vais te parler. Elle m'a regardé, hein. Elle m'a dit comme ça. Tu mens. Alors que je n'avais même pas encore parlé, hein. J'ai dit, mais comment tu as vu que j'ai menti? Je n'ai même pas parlé. Elle m'a dit, je sais. C'est là que j'ai compris que ma femme connaissait mentir très bien, que j'ai quand même été un peu inquiet. Et puis après, j'ai menti au travail. Oui, ça alors, vraiment. J'ai menti avec mes gars là. Tu sais, mes collègues, souvent ils me disaient, mais Mbeka, pourquoi tu mens? J'ai dit non, pardon, je m'accroche, j'essaie de bagarrer, je vais m'en sortir. Et puis après, j'ai menti, tu vois, avec les patients. Non, le patient, c'est plus facile. Il faut dire la vérité, c'est plus facile. Parce que les gars arrivent, ils tous, il a le corona. Tu comprends ça? Donc il arrive, il est faible. Il n'a pas de défense. Donc il te regarde, il dit, je vais m'en sortir. Je dis, bien sûr. Et peut-être il va mourir, peut-être même en salle d'attente. Le mensonge peut te sortir des problèmes. Tout à fait. Merci, monsieur Mbeka. Un témoignage important qui nous fait comprendre aussi que le mensonge n'est pas toujours évident à discerner, d'autant que monsieur Mbeka ne l'a pas dit, mais il est religieux, enfin voilà, il va à la messe tous les dimanches, et que la religion officiellement bannit le mensonge, donc il faut se battre aussi contre ces interdicts, officiellement. Voilà. Monsieur Mbeka, on passe à autre chose. Alors on va passer la parole maintenant à Eliane, une autre personne, un autre témoignage, une autre rencontre avec le mensonge. Eliane vient du Québec, c'est une Canadienne, québécoise, oh là là, elles sont susceptibles. Eliane, racontez-nous votre rencontre avec le mensonge. C'est encore autre chose. C'est une autre affaire. C'est différent que M. Mbeka, là, si j'ai bien compris de ça. Tu sais. Au départ, je mentais de temps en temps. Pas de manière régulière. C'est ça. Puis, bon, faut dire que je travaille dans un milieu plutôt favorable, là, tu sais. Voilà, je travaille pour une banque israélienne. Hey, tabarnak, tu sais. Question mensonge. Oh boy, on est encadré, là, tu sais. Voilà, on a des formations de menteurs, on a des séminaires. Et c'est d'ailleurs, lors d'un séminaire, que j'ai compris l'utilité de mentir aux gens, de ça. Puis, alors au départ, tu sais pas bien faire, tu sais, puis comme M. Mbeka, puis je mentais en famille, puis moi, je commençais à mentir au travail, puis je suis au guichet de la banque. Hey, tabarnak, c'est plus facile, là. C'est ça, c'est pas difficile, c'est plus facile. J'ai toujours du mal avec c'est pas facile, c'est facile. Ah, quand tu es au guichet, tu vois le client, là, tu sais, le de la banque. Puis c'est une relation particulière. Ça veut dire que quand, tu sais, le banquier, c'est un peu comme le curé. La banque a remplacé l'église, là. Il vient pour trouver des solutions, puis t'as la dernière recours, là.
Puis tu peux mentir, tabarnak, qu'est-ce que je mens au guichet de la banque? Hey, boy! Parce que, tu sais, alors au départ, je leur mets tout le temps, tu sais, je leur vends même des frais que j'ai inventés, là. Plus que les agios, des frais de saison. Hey, code ça. Oh, j'ai inventé la notion de frais de saison. C'est la première fois que quelqu'un fait ça. Parce au Canada, arrivé l'hiver, fait pas froid, fait fret, là. Ça saisit la chair. Puis je dis au client, hey, fait fret. Puis il me dit, tabarnak, fait fret. Ben, j'ai dit, il y a des frais. Tout simplement. Puis il paye. C'est pas plus difficile que ça. Puis après, j'ai fait rentrer tellement d'argent dans l'agence que j'ai été remarqué, là, tu sais, par le grand patron de Jérusalem, là, M. Benamou. Il est venu au Canada, puis il a tenu à me voir. On dit, qui est Eliane? J'ai dit, c'est moi, c'est Eliane. Il dit, boy, Eliane, comment t'arrives à faire rentrer autant d'argent dans cette agence? Puis j'ai dit, hey, je mens, quoi. Il me dit, mais tu mens sacrément bien, là. Hein? Tu es chez nous, quoi. Ça, j'ai pas compris. Il me demande si je suis de chez lui. Je dis, non, tabarnak, je suis québécoise. Puis il me dit, laisse tomber. Viens ici. Je vais te faire de la promotion que t'as jamais vue encore. Même dans tes rêves, là. Je vais te nommer responsable du pôle mensonge. C'est mensonge. Alors, officiellement, ça s'appelle vérité, confiance. Bon, voilà, c'est la banque, là. Tu sais, tu connais ça, là. Hein? C'est un peu comme les élections américaines. Puis là, je suis devenu responsable du pôle, si tu veux, qui concerne toutes les personnes de faculté de Québec, là. Toutes les personnes qui sont en cessation de paiement, puis avec le tabernacle de COVID, là, hey, il y en a plein qui n'ont plus de travail, puis qui n'ont plus de logement. Puis ils viennent à la banque, t'es le dernier recours, là, tu sais, ils attendent la lumière, là, le petit $20 qui va te permettre de finir la journée. Puis là, je les ai en face de moi, tu sais. C'est un bonheur, là. C'est comme un citron, tu sais. Il y a toujours une goutte à aller sortir, tu sais, tes billets, aller sortir de ta grand-mère, là. Va chercher, va gratter. Puis les gens me donnent tout ce qu'ils ont, tu sais. En général, quand ils m'ont croisé, je te mens pas, là. C'est, au meilleur des cas, ils vont finir SDF, là, sous crack, là, sur le trottoir, là, tu sais. Et puis des fois, même, ils se suicident, là. Hey, tabarnak, j'en ai eu, hein. Les gars, tu sais, il comprend qu'il a plus rien, que je viens de lui prendre les derniers dollars, puis il dit, hey, puis il s'ouvre les veines devant moi, là, tu sais, il te faut du ketchup partout, là. Puis l'autre question, comment dire, de psychologie, là. Hey, tabarnak, c'est pas normal, là. Tu dis, hey, pourquoi tu te suicides, là? Je peux pas avoir ça, moi. Puis là, j'ai appelé mon grand patron. Puis j'ai expliqué, j'ai dit, non, sur le plan psychologique, je vais mal des gens qui mettent du ketchup. Et puis, il me dit, c'est correct, c'est pas ça, c'est bien ce que tu fais, Eliane. C'est très bien. Je dis, comment ça? Il me dit, ben, tu nettoies la société de toute cette merdasse. Dans la nature, il serait mort. T'as juste accéléré le processus. Tu nettoies. Puis j'ai pris confiance en moi. Je comprends que maintenant, mentir, c'est important pour les autres aussi. Pour les autres qui sont comme moi, qui sont des mentards. Puis j'ai vu l'élection de Biden, tout ça. Je prends conscience que le mensonge devient roi dans le monde, tu vois. Comme le vaccin, tout ça. Je suis pour les vaccins, pour Biden. J'ai compris. Puis là, je vais rentrer dans la franc-maçonnerie, tabarnak. Donc là, c'est, toi, on va mentir dans l'univers, là. Si on va voir Dieu avec un grand architecte, si j'ai compris, là. Puis on dit, toc, toc, Dieu, vous êtes là? Il dit oui, hop, et on lui met dans son cul comme ça. C'est intéressant. Puis peut-être me convertir au judaïsme. Je sais pas encore. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait rêver. Merci, Eliade. Vous nous redonnez un peu d'espoir, hein, dans ce que c'est que l'être humain. Hein. Bravo les menteurs. On continue, on y croit. Alors vous me tendez la perche, vous parlez de judaïsme. Alors on va inviter, parce que vous avez, attendez. On va inviter, Jonathan, qui non, parce que tout à l'heure elle m'a dit je voudrais me convertir aussi au judaïsme. Pour ça, Jonathan, voilà, je fais le lien entre les deux. Il a pas compris. Jonathan, vous êtes né dans cette tradition, le judaïsme, une noble tradition évidemment, hein, complètement, et vous en êtes sorti. Alors là, racontez-nous, parce qu'on est tous ces bobbies.
J'étais Bobby. Mais, quoi? Oui, je racontais. Franchement, moi, je raconte mon histoire, c'est tout. Alors, moi, je vais te dire, écoute-moi, je ne peux pas mentir. Moi, j'ai une mère, elle était menteuse. Ma mère, elle était menteuse, elle est menteuse. J'ai un père, il était voleur. Faut dire la vérité, il volait. J'ai eu une excellente éducation, comme ça. Et puis, à l'adolescence. Voilà. À l'adolescence, tu te crois tout permis. Je voulais dire la vérité, tout ça, j'étais fou. Je parlais à ma mère. Je lui dis, maman, tu mens. Elle me disait, bien sûr, tu fais comment? Et puis, tu fais des mauvaises rencontres. À l'adolescence, tu fumes, tu fais des fêtes, là, machin, l'alcool, et puis j'ai discuté avec des musulmans. J'étais radicalisé. Franchement, t'aurais pu me retrouver au Bataclan. Et puis, j'ai fait la mauvaise rencontre. Je te mens pas, j'ai fait la mauvaise rencontre. Un gars, je l'avais vu 2-3 fois, il était dans une soirée avec sa petite croix comme ça, toujours à faire le machin. Puis tu regardes, tu dis, c'est quoi ça? Et un jour, je le vu par, je lui dis, dis donc, c'est quoi ça, ta croix? Il m'a dit, c'est la croix de Jésus. J'ai dit, c'est qui Jésus? C'est quoi? C'est un rappeur? C'est une marque de quoi? Je connais pas. C'est chez nous, j'ai dit. Il me dit, non, c'est Jésus. Il est descendu sur terre pour nous dire la vérité, pour nous emmener sur le chemin de la vérité. Qu'est-ce que c'est? Et à quel moment tu touches? Il me dit, non, tu touches pas. Tu touches pas, il n'y a pas de... Il m'a dit, c'est Jésus, c'est la vérité. Il m'a dit, parle-lui. Il t'écoute, il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. T'inquiète pas, il est en toi. Alors moi, j'ai commencé à parler à Jésus. J'étais fou, je parlais à Jésus. Alors je lui parlais comme ça de temps en temps. Jésus, alors, tiens, prends l'argent, Jésus. Puis il me dit, non, je veux pas de ton argent. Je lui ai dit, t'es antisémite ou quoi? Il est propre cet argent, on est dans le textile. Il me dit, non, laisse ton textile. Je veux pas de ton argent. Laisse ton argent, suis-moi dans la vérité. Tu vois, c'est là où il te prend, t'es faible. J'ai dit, bon, et je commençais à dire la vérité tout autour de moi, je te jure. Je me fais peur. D'en parler aujourd'hui, j'ai peur. Je disais la vérité aux gens. J'étais fou, j'étais complètement taré. Et puis, je vais te dire, le déclic, je l'ai eu, je vais te dire, j'étais à un feu rouge. Il y a un Roumain qui était là. J'étais au feu rouge, j'étais dans ma petite Porsche. Notre occasion, la vente d'ailleurs, on peut voir dans les commentaires. Et puis, le Roumain, tout tordu, tout cabossé, tu les connais. Il s'approche de moi comme ça. Tout de suite, je remonte la vitre. Et le Covid, hein, je prends le gel, hydroalcool. J'ai dit, tire-toi, le Roumain. Et lui, il a vu ma croix. T'as compris ou pas? Charité chrétienne. Tout de suite, il est pas bête. Puis je le vois, il s'approche. Monsieur, s'il te plaît, il n'est pas mangé. Il avait son petit, là, son enfant, tu sais, à moitié tordu, pareil. Une larve comme ça, une sorte de méduse par terre. J'ai dit, c'est quoi ce sac? Il me dit, c'est mon enfant. Il dit, donne-moi un peu, pour manger, s'il te plaît. Charité chrétienne. Il a vu ma croix. Et puis moi, j'avais un billet de 5 euros. Je l'avais pas vu. Normalement, je cache l'argent. J'ai dit, merde. Et puis là, tu t'es pris à dépourvu, tu sais. Tout de suite, je ne sais pas, les idées, j'ai pensé à Jésus, j'ai pris le billet, j'ai donné. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai donné. Il est parti avec mon 5 euros, putain. De rien que d'en parler, j'ai fait 200 mètres, j'étais en larmes. J'ai dit, j'ai donné 5 euros au Roumain. Yo-yo. J'étais suicidaire. Je suis arrivé chez moi, je pleurais. Ma mère, elle était là. Elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Yo-yo, et alors? J'ai dit, maman, s'il te plaît, tu me fais mal aux oreilles. Elle me dit, alors, pourquoi tu pleures? Yo-yo, et alors? J'ai dit, maman, tais-toi. J'ai donné 5 euros au Roumain. Là, ma mère, elle a fait, ça sortait plus. 5 euros au Roumain. Elle me dit, mais tu veux tuer ta famille, qu'est-ce qu'on t'a fait? Yo-yo, va chercher les 5 euros. J'ai dit, maman, c'est fini, il a acheté un kebab, il n'avait pas mangé.